Bienvenue dans le magazine vidéo du mois de septembre 2018 du CHU Dijon-Bourgogne. Dans ce 9e numéro, nous aborderons le service de soins palliatifs de la Mirandière qui intègre également une équipe mobile. Puis, nous ferons un tour d'horizon sur les 5 centres de référence de maladies rares. Mais tout de suite, nous partons à la découverte du centre de simulation USIM du CHU Dijon-Bourgogne. Pourquoi la simulation en santé est-elle devenue incontournable en 2018 ? Pouvez-vous imaginer qu'un élève pilote aviateur fasse son premier atterrissage ou son premier décollage dans un avion rempli de passagers ? Évidemment non. Et puis, depuis des dizaines d'années, on lui offre la possibilité d'apprendre son métier sur un simulateur présent au siège de la compagnie. La simulation, c'est aussi la possibilité de se perfectionner et d'apprendre et de se remettre à niveau tout au long de sa carrière. Allez, Mathilde, allez, il n'y a pas de son, ça retourne vers la maman. C'est sûr que c'est moins stressant de le faire sur un mannequin, mais c'est très intéressant puisque à l'avenir, dans la vraie vie, je saurai quoi faire et c'est tous les avantages d'une simulation en fait. Donc c'est très intéressant et bénéfique pour nous. Notre CHU a d'ailleurs été l'un des précurseurs dans ce domaine. En se plaçant derrière la devise « Jamais la première fois sur le patient », il a créé dès 2010 un laboratoire de simulation, l'USIM, autour des spécialités de base de la simulation, l'anesthésie, la réanimation, l'accouchement, la pédiatrie, l'urgence, autour de l'apprentissage des gestes et de la gestion des périodes de crise, en particulier au bloc opératoire. Un diplôme universitaire de simulation a même été créé avec le LEAD. La formation par simulation s'applique parfaitement aux situations qu'on rencontre rarement et aux situations graves qui nécessitent une prise en charge optimale le plus rapidement possible. Et c'est vrai que ces situations sont tellement rares qu'on n'y est pas confronté fréquemment dans la vraie vie. Donc c'est pour ça qu'on peut s'entraîner facilement sur des simulateurs parce qu'on peut répéter à l'infini des arrêts cardiaques par exemple sur un simulateur et il ne nous en voudra pas. Et ça permet d'améliorer la prise en charge, d'accélérer la prise en charge, d'optimiser les choses pour au final, quand ça nous arrive dans la vraie vie, optimiser la prise en charge des patients et améliorer leur pronostic. Et puis un autre domaine que nous sommes en train de développer au CHU Dijon, qui est la réalité virtuelle. C'est extrêmement intéressant pour nos formations, la formation de nos étudiants, parce qu'on voit bien que le compagnonnage qu'on faisait avec nos étudiants par le passé, eh bien maintenant nous le ferons de manière virtuelle et toujours dans le même concept de jamais la première fois sur le patient. Donc vraiment un grand essor de cette simulation numérique pour les années à venir et nous travaillons dessus activement. L'investissement en matériel décidé par le CHU et qui s'élève à 1,5 million permettra d'acquérir les derniers mannequins et systèmes de simulation actuellement disponibles. L'image et la réalité d'un CHU dynamique, aussi bien au niveau clinique qu'universitaire, seront renforcées par l'existence d'une simulation du plus haut niveau. C'est par ce biais que Dijon sera choisi par les meilleurs étudiants, formera ainsi les meilleurs professionnels de santé, les meilleurs internes et les meilleurs médecins, ce qui renforcera encore l'attractivité du CHU, de notre ville et améliorera la qualité de prise en charge de nos patients.
Les soins palliatifs, ce sont des soins qui s'adressent à des personnes qui ont des pathologies graves, évolutives, qu'elles soient ou non terminales. On a parfois tendance à cantonner les soins palliatifs à la phase ultime, alors qu'en fait, la situation de crise, les symptômes difficiles à contrôler, l'angoisse d'un patient face à une annonce, c'est largement avant la phase ultime. Ce n'est pas toujours la phase ultime qui est la plus compliquée. Donc on parle de plus en plus de prise en charge plus précoce. Ce qui est important, c'est qu'à chaque étape, on va s'adapter à la situation du patient. La vocation des unités de soins palliatifs est la prise en charge et l'accompagnement des patients dont la situation est trop complexe pour qu'ils puissent être pris en charge dans l'unité dont ils relèvent habituellement ou encore au domicile. Par exemple, nous accueillons des patients avec des symptômes rebelles ou difficiles à équilibrer dans un service classique. Ça peut être la douleur, la dyspnée, l'angoisse ou encore la souffrance morale. Enfin, nous accueillons des patients en isolement social dont la prise en charge au domicile s'avère trop compliquée. La Mirandière a été créée et gérée par l'association Jean-Pierre Père en 1993. Elle a été reprise par le CHU en 2005. Elle comprend 2 structures, l'unité de soins palliatifs qui peut accueillir 15 patients. L'année dernière, on a accueilli environ 280 patients. Elle comprend également l'équipe mobile de soins palliatifs qui se déplace au lit du patient et qui a été reconnue en 2008. Le repérage précoce des situations palliatives permet d'évaluer des personnes bien en amont d'une situation de crise, d'anticiper une sortie, permet également en équipe d'éviter des réhospitalisations inutiles. Dans les missions de l'équipe mobile de soins palliatifs, il y a également la formation. C'est nous qui diffusons la démarche palliative au sein des services. Nous avons pour vocation non pas à être tout le temps auprès des patients, mais à assurer un relais avec les équipes. Il faut savoir que notre périmètre d'action n'est plus cantonné à l'agglomération dijonnaise, mais s'élargit à 1/3 de la Côte d'Or. Nous assurons ainsi un relais avec tous les professionnels du territoire. Plus concrètement, sur le terrain, les soins palliatifs s'adressent aux patients dans toutes ses dimensions, physiques, psychiques, sociales, environnementales ou spirituelles, mais aussi à son entourage. Pour ce faire, ce qui importe, c'est le travail en interdisciplinarité qui consiste en l'articulation de l'intervention de tous les professionnels dans le cadre d'un projet de soins qui est co-construit par tous. Alors ce sont les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, mais aussi les psychologues, l'assistante sociale, les secrétaires, les agents de service hospitalier ou encore le cuisinier. Cela suppose une communication efficace qui est favorisée par les temps d'échange pluriprofessionnels quotidiens. Mais ça suppose aussi de la confiance et une bonne connaissance des compétences de chacun. Cette complémentarité est un vrai plus dans l'accompagnement des patients et dans la prise en charge globale. Il faut savoir que l'association Jean-Pierre Père s'investit toujours dans la vie de la Mirandière. Grâce aux dons qu'elle reçoit des patients ou des familles, elle a pu financer les travaux de rénovation de toute la façade. Elle participe à l'amélioration de l'aménagement du jardin avec une terrasse qui va être couverte. Les maladies sont dites rares lorsqu'elles touchent moins d'une personne sur 2000. Actuellement, on a à peu près 8000 maladies rares différentes et le fait qu'elles soient rares pose des problèmes spécifiques. À Dijon, nous avons maintenant la chance d'avoir 5 centres de référence maladies rares avec une expertise avérée dans tous les domaines nécessaires du soin, de la formation et de la recherche. Donc le premier, celui que je coordonne sur les anomalies de développement et syndrome malformatif. Et on a maintenant 4 autres centres de référence qui ont été labellisés depuis 2017. Donc un centre de référence sur les maladies dermatologiques en mosaïque, un autre sur les cytopathies auto-immunes,
un autre sur les maladies pulmonaires rares et un autre sur la déficience intellectuelle de cause rare. Ma pathologie, c'est une maladie génétique rare, donc maladie orpheline, qui a été décelée à la naissance, qui s'appelle le syndrome de Clove, mais j'ai été diagnostiquée qu'à l'âge de 22 ans. Je suis très contente d'être suivie à Dijon. Depuis que je connais le professeur Vabre et son équipe, quand je repars, je me sens soulagée. Je me dis qu'il est toujours en train de me dire que, voilà, que la recherche avance, qu'il y a de l'espoir. Parce qu'avant ça, on n'avait pas de nom sur la maladie, on n'avait pas le nom du gène. Maintenant, tout ça, on le connaît, ça y est, donc on va pouvoir avancer. Le centre de référence MAGEC concerne les maladies génétiques à expression cutanée, c'est-à-dire les maladies rares de la peau qui sont d'origine génétique. Il s'inscrit donc dans le service de dermatologie. L'importance de la création des centres de référence, c'est la possibilité d'obtenir des rendez-vous très spécialisés de façon le plus rapide possible pour pouvoir répondre à une demande et éviter l'errance diagnostique. Et on ne s'arrête pas là, puisque ce diagnostic génétique nous permet d'agir directement avec certaines molécules sur certaines mutations, et ceci fait partie de notre travail de recherche en essais cliniques dans ces maladies extrêmement rares. Je coordonne le centre de référence maladies rares cytopénie auto-immune. Les cytopénies auto-immunes, ce sont les diminutions des globules rouges, des globules blancs ou des plaquettes qui sont attaquées par le système immunitaire pour des raisons à l'heure actuelle encore inconnues, mais cela entraîne des baisses de plaquettes. Ça veut dire que les patients vont présenter des saignements, des hématomes, des bleus sur tout le corps, ou des diminutions des globules blancs, dans ce cas-là les gens vont présenter des infections, ou des diminutions des globules rouges et les gens vont être essoufflés, pâles, présentant les signes de l'anémie. Le service de pneumologie et soins intensifs respiratoires a été labellisé en 2017 centre de référence des maladies pulmonaires rares de l'adulte. C'est un groupe de maladies différentes qui ont pour caractéristique commune de rendre les patients essoufflés, voire très essoufflés, au moindre effort. Ce qui fait que notre rôle, bien sûr, c'est de dépister par de l'imagerie, par des scanners, par bien sûr un examen clinique, un interrogatoire, différents autres examens pour arriver à caractériser la maladie, la dépister, la comprendre, trouver la cause pour adapter le traitement et accompagner le patient quand on est face à une maladie plus sévère. Le centre de référence maladies rares dédié aux déficiences intellectuelles en fait, prend en charge et évalue les patients qui sont atteints de déficience intellectuelle. Il est constitué d'une équipe multidisciplinaire, c'est-à-dire neuropsychologues, psychologues, ergothérapeutes, assistantes sociales, qui proposent aux patients des bilans multidisciplinaires afin d'aider à la fois au diagnostic mais à leur prise en charge. Et donc il est en lien étroit avec les différentes structures de prise en charge de la région Bourgogne. Mon centre de référence sur les anomalies de développement et syndrome malformatif est un terme un peu complexe, comprend des malformations souvent présentes à la naissance de différents organes qui peuvent également aussi toucher le cerveau. Ce centre de référence est aussi très impliqué dans la formation et dans la recherche dans cette thématique et a aussi été à l'origine d'un vrai intérêt dans les maladies rares au CHU de Dijon et la création d'une fédération maladies rares. Je pense qu'il a beaucoup été impulsé une dynamique dans les maladies rares et qui a permis la labellisation de ces différents centres actuellement.